Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'inbound marketing. Donc l'inbound marketing, je ne vais pas vous expliquer en long et en large, mais tout simplement ça veut dire attirer des prospects, le plus souvent grâce à du contenu, et faire en sorte en fait que ces prospects soient convaincus et après bien entendu commandent vos produits. Le principe étant de se dire, voilà, il y a pour les achats B2B, il y a une phase en fait de renseignement, de maturation. Les gens avant d'acheter un produit, ils font un tour d'horizon, ils sélectionnent 4, 5, 6 fournisseurs. Et l'important d'être donc dans cette fameuse liste de 4, 5, 6 fournisseurs. Et pour cela, il faut être connu, il faut être reconnu. Et on le verra juste après, hein, il y a deux moyens. Soit en fait on paye, enfin je dirais même il y a trois moyens pour moi. Il y a être connu et reconnu dans le monde physique, participer à des salons, à des événements, à des prix, tout ça. Faire du growth hacking, c'est-à-dire qu'on va contacter directement des personnes sur LinkedIn, on va essayer de se faire connaître avec des astuces, etc. etc. Troisième chose, tout simplement, c'est la publicité. Être présent sur AdWords, faire du retargeting sur Facebook Ads, etc., etc., ou YouTube Ads. Et la dernière, et qui pourtant celle la plus importante et dont on va parler aujourd'hui, c'est l'inbound marketing avec la création de contenu. Alors, donc dans cet article-là, en fait, c'est Grégory Coste du site internet éponyme, donc Grégory comme Grégory et Coste comme Coste, hein, l'hôtel Coste. Sauf que c'est pas un hôtel, c'est un producteur de contenu. Et donc Grégory m'a dit, tiens, j'aimerais bien te parler de trois exemples intéressants de création de contenu pour attirer des prospects en B2B, et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc là, au début, ce qui est vraiment important de se dire, c'est que pour réussir une bonne stratégie d'inbound marketing, il faut commencer par le persona. Pour moi, en fait, je pense que c'est l'essentiel. Il ne faut pas en fait se concentrer sur moi, hein, qu'est-ce que je propose, mais qu'est-ce que la personne attend. Et on va tout de suite se mettre son client en avant, donc bien sûr sur le site internet, quand on va faire sa proposition de valeur, quand on va faire ses illustrations, etc., etc. Mais surtout, en fait, on va produire des contenus qui vont intéresser la personne dans son cycle de vente. Alors c'est important de savoir que le cycle de vente ne veut pas dire forcément qu'il faut produire des contenus éducatifs. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup de gens en fait qui se disent, voilà, moi je connais bien l'inbound marketing, hein, c'est simple, hein, tu vas créer du contenu pour éduquer, alors des définitions, souvent les gens commencent par des définitions et moi aussi je l'ai fait, et là on s'adresse à des gens qui sont plutôt en phase de réflexion vraiment très très avancée. Ensuite, les gens qui sont plutôt en phase, voilà, cherchent un petit peu à savoir quel est le problème. Donc, ils assistent à des webinars, ils téléchargent des livres blancs, ils regardent des études et tout ça. Et donc, en fait, là, ils sont plutôt en phase d'évaluation. Et puis après, ils sont en phase d'achat, c'est-à-dire que là, ils recherchent en fait le produit qu'il faut, etc., etc. Et là, c'est plutôt des contenus de type cahier des charges, des contenus de type comparatif, des contenus de type le meilleur, etc., etc., etc. Et donc, il faut vraiment savoir qu'une erreur classique, c'est de dire je dois produire du contenu pour ces trois, quatre phases-là, qui sont la recherche d'informations, qui sont l'évaluation et l'achat. Ce qui est faux dans certains secteurs d'activité, puisqu'en fait, dans certains secteurs d'activité, quand les gens en fait vont acheter un produit, et bien en fait, ils n'ont pas cette phase, par exemple, de découverte. Moi, dans mon secteur, qui est par exemple celui de la relation client, euh, tous les gens qui cherchent des définitions comme par exemple centre de contact, qu'est-ce qu'un centre de contact, qu'est-ce qu'un chatbot, en fait c'est trop tôt, c'est trop tôt. Ou plutôt je dirais même que c'est trop tard. C'est-à-dire que les gens qui cherchent définition d'un chatbot, en pratique, ils ne mettront jamais en place un chatbot. Par contre, les gens qui recherchent solutions de chatbot françaises ou des choses comme ça, ou qui cherchent la liste des meilleures solutions de chatbot en France, etc., eux sont des gens intéressants parce qu'ils sont vraiment passés à l'action. Donc voilà, donc première chose à se dire, il faut vraiment se concentrer sur son profil d'utilisateur, qui est mon client, qui sont ses problèmes, quels sont ses besoins, etc. Et ne pas se tromper sur les contenus qui font vraiment acheter. Moi par exemple, si vous regardez sur mon site internet, il y a beaucoup de cahiers des charges. J'ai un modèle de cahier des charges pour une solution de CRM. J'ai là aussi un modèle de cahier des charges pour une solution de centre de contact. Là, on s'adresse vraiment à des gens qui sont dans la fin du tunnel d'achat et qui vont commander. Et c'est pour ça que travailler sur des définitions, par exemple, qu'est-ce que la DMT, qu'est-ce que la QoS, ça en fait, on s'adresse à des gens qui sont encore très très loin de vouloir acheter une solution de centre de contact. En fait, c'est pas intéressant pour moi dans un premier temps de faire ça. Ça sera intéressant pour préparer le futur avec des gens qui vont commander un produit dans 2, 3, 4, 5 ans, mais pour le court terme, non. Donc voilà, donc ça, première chose, qui est mon client, qui est mon utilisateur. Ensuite, les contenus. Encore une fois, il faut produire des articles de blog, mais c'est pas que
des articles de blog. Dans l'exemple en fait qu'on verra tout à l'heure, il y a Outsuite qui tout simplement fait des webinaires en duo avec des stars de son secteur. Par exemple, c'était Isabelle Mathieu. Et donc l'intérêt de faire comme ça des webinaires avec des stars de son secteur d'activité, bah, ça permet tout simplement de créer l'événement. Première chose, hein, et ça c'est important, de dire aux gens, tiens, je vais donner mon temps, je vais prendre du temps. Et la deuxième chose, ça permet donc de gagner de la visibilité, attirer la crédibilité en fait d'experts, et ensuite d'utiliser aussi leur réseau pour aller toper des gens. Voilà. Et donc moi j'ai mis une petite illustration qui est le content matrix, et c'est vrai que selon en fait le niveau d'achat et la partie un petit peu rationnelle ou non rationnelle, parce qu'en fait comme partout, hein, il y a des gens qui sont très rationnels, et vous avez le fameux la méthode des couleurs où vous avez 4-5 couleurs. Vous avez le rouge, moi par exemple je suis un rouge, donc je suis très sur l'émotion, la décision, l'achat, des choses très quand même assez carré. D'autres sont plutôt des bleus, ou qui sont plutôt sur le factuel, sur les comparatifs. D'autres en plus sont sur la meilleure innovation, des choses comme ça qui sont plutôt jaunes. D'autres qui sont plutôt sur le consensus en vert, etc., etc. Et donc selon ces différents profils psychologiques, il faut en fait avoir des contenus différents. Et donc c'est pour ça que parfois sur des gens qui ont plutôt une notion de vouloir acheter avec la notion d'émotion, ça va être plutôt des témoignages clients, des avis d'experts ou des choses comme ça. Pour des gens qui sont beaucoup plus rationnels, ben c'est peut-être des calculateurs de ROI. Moi je l'ai, hein, un calculateur de ROI. C'est par exemple des FAQ, par exemple des pages où on peut voir des démonstrations de produits. Ça c'est des gens qui veulent quelque chose de plutôt factuel. Et par exemple moi, dans notre cas de figure, il y a une fonction qui est intéressante, c'est l'intégration avec Salesforce, donc le connecteur Salesforce pour faire de la téléphonie, du CTI, de la communication téléphonique informatique. C'est quelque chose qui est essentiel, et donc il faut faire un focus là-dessus parce qu'il y a certains clients pour qui l'intégration avec Salesforce du centre de contact est essentielle, et donc il faut faire un focus là-dessus. Voilà. Donc il faut vraiment choisir ses contenus, et bien sûr des fois il y a les contenus qui sont vraiment en amont, comme je vous le disais, qui ne sont pas forcément les plus intéressants pour un achat immédiat, mais qui permettent en fait de créer une notoriété. Moi je le vois, il y a des gens comme ça grâce au contenu concret qui disent ah ouais, vous êtes des experts, vous êtes de la référence, vous faites partie du top X. Il n'y a pas longtemps, il y a une très grosse mutuelle française qui nous a sélectionné avec une entreprise multinationale avec deux pure players acteurs d'un secteur particulier, et nous en disant oui, vous avez été reconnus comme étant sur le radar, comme étant les leaders sur le secteur. Voilà. Et donc, vous pouvez créer après des contenus spécifiques qui sont par exemple des webinaires, qui sont par exemple des guides, des rapports et des études. Moi, je le fais assez souvent là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, travailler les mots-clés. C'est vraiment important parce que si on dit inbound marketing, souvent, on va penser à deux choses. Un, Google. Les gens vont taper sur Google pour savoir quel est le leader. Et donc, bien sûr, en premier, il y aura la publicité de Google, mais ensuite, il y aura les contenus. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être présent là-dessus. Et deuxième chose, bien entendu, c'est être présent sur les réseaux sociaux, sur ces thématiques-là, parce que si on voit que 5, 6, 7, 8 personnes partagent un contenu qui est cette partie, sur ce domaine-là, c'est important. Je compléterai avec la partie growth hacking. L'inbound marketing et growth hacking font vraiment extrêmement bon ménage. Par exemple, vous pouvez envoyer à vos contacts directs sur LinkedIn des contenus intéressants. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. On a fait un guide en fait sur les tendances et le futur des centres de contact d'ici à 2025. Et je l'ai envoyé à une sélection de mes contacts avec LinkedIn Helper pour tout simplement leur dire tiens, voilà, il y a un truc intéressant. Regardez, il y a des tendances. Il y a 250 responsables et professionnels de la relation client qui ont répondu. Il y a ça comme statistique qui était intéressante. Là, je suis dans l'éducation pour montrer qu'on est des experts. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Alors, là encore une fois, le cross hacking, c'est un des moyens, c'est pas forcément la seule solution, parce que par exemple, je vous dirais pour cette histoire de guide, j'ai envoyé à plusieurs centaines de personnes le guide, j'ai eu plusieurs dizaines, voire largement plus que plusieurs dizaines de personnes qui ont rempli le formulaire, mais j'en ai également un très grand nombre qui ne sont pas allés plus loin que la page de formulaire. Donc c'est vraiment important de se dire, tiens, dans mon formulaire, qu'est-ce que je vais mettre comme information? Est-ce que le numéro de téléphone, par exemple, est obligatoire dès le départ? Là, dans ce cas-là, moi, typiquement, je dirais, non, on est sur du contenu vraiment éducatif et il ne faut pas mettre le numéro de téléphone, autrement ça va faire partir déjà une partie des gens. Voilà un exemple.
Et d'ailleurs aussi dans ce formulaire-là, selon les techniques de marketing automation que vous utilisez, vous pouvez aussi dire, voilà, dans ces contenus éducatifs, j'autorise les saisies d'emails de type Gmail, Hotmail, etc. Mais par contre, dans les contenus de type achat, qui sont les cahiers des charges, comme je vous le disais, les ROI, etc., etc., là, j'impose d'avoir un email professionnel, j'impose peut-être éventuellement d'avoir même un numéro de téléphone, etc., etc., parce qu'en fait, on est des contenus à beaucoup plus de valeur, qui sont beaucoup plus impliquants et qui sont sur une décision d'achat qui est relativement proche. Et les gens sont prêts à mettre leur numéro parce qu'ils disent non mais ok, je vais peut-être me faire emmerder, mais bon d'accord, je l'accepte parce que ça va m'aider dans ma décision. Et puis de toute façon, si c'est vraiment un si bon contenu que ça, eh ben, je suis prêt à ce qu'on m'appelle ou qu'on me contacte. Voilà. Donc les mots-clés sont essentiels, la structure également. On en parlera un petit peu plus tard avec SEMrush en particulier, hein, qui permet de choisir les bons mots-clés et la bonne structure. Donc vraiment, il faut mettre en avant ses clients et identifier déjà ce que recherchent les gens sur Internet. Et grâce aux outils comme SEMrush, Ubersuggest, etc., on va pouvoir le faire. Et ensuite, voir ce qu'il y a sur son site Internet. Comme je dis, il y a toujours un petit truc simple à faire. Vous allez sur SEMrush, vous tapez en fait votre nom de site Internet et vous regardez en fait quels sont les mots-clés qui ressortent et comment, entre guillemets, Google voit votre site. Et vous voyez tout de suite si vous êtes bien ou mal positionné, voilà, sur vos mots-clés. Et ensuite, bien entendu, comme on est sur une démarche de content marketing, de marketing de contenu avec l'inbound marketing, il faut savoir que les gens ne vont pas être prêts à acheter tout de suite. Il y a très peu de gens qui vont commander tout de suite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement mettre en place une série de messages qui vont être relayés sur une fréquence de plus en plus large et pour tout simplement les convertir de simples prospects en clients. Voilà. Donc ça c'était les grands principes. Je vais revenir après sur les détails. Donc pourquoi l'inbound marketing? Tout simplement parce que ça permet de compléter le dispositif. Pour moi, on peut très bien faire je dirais un 80-20, 80% d'inbound et 20% de ads. Alors les ads serviront à surtout être présents sur des mots-clés un peu concurrentiels, les mots-clés de ses concurrents, etc., etc. Donc sur Google AdWords, serviront à faire du retargeting, serviront à faire de la cible lookalike, enfin tous ces trucs-là. Et le truc qui est un petit peu à la mode, de YouTube Ads. Alors j'ai testé un petit peu de YouTube Ads, j'ai été un petit peu déçu. Alors je pense qu'il faut quand même optimiser un petit peu le contenu pour que ça fonctionne très bien. Mais donc c'est aussi un excellent moyen de l'utiliser. Alors donc dans les trois cas pratiques, en fait le premier, ce que j'ai le plus apprécié que Grégory a mis en avant, c'est QuickBooks, parce qu'en fait dès leur homepage, en fait il y a pas mal de call to action. Dès le départ en fait vous avez le persona qui ressort, j'en parlais tout à l'heure, il y a marqué dès le départ l'allié des entrepreneurs pour la compta et la facturation, avec juste derrière tac, le nombre d'avis validés par, je sais pas, je crois que c'est l'App Store, donc là c'est un petit peu triché parce qu'en fait l'App Store c'est pas vraiment les utilisateurs, mais bon voilà, il y a une petite vidéo qui est derrière, en haut il y a une petite promo qui dit moins 50%, donc là au niveau conversion je trouve qu'elle est vraiment sympa cette landing page, mais on s'écarte peut-être un petit peu du cas de figure du site internet. Mais donc voilà, le client idéal est mis en avant, c'est super important, moi je pense qu'il doit être mis en avant. Ensuite des contenus avec le blog des entrepreneurs, donc vraiment des contenus qui ne sont pas que sur la partie logiciel de facturation, mais des contenus, par exemple comment choisir un logiciel qui sont vraiment typiquement là-dessus, mais ensuite quels investissements faire, période de crise, maintenez votre activité, transition digitale, etc., etc. Donc en fait, il montre vraiment il y a à la fois des contenus qui sont faits pour commander et des contenus qui sont faits en fait pour créer de la notoriété et devenir entre guillemets une référence. Après ils ont pas mal aussi de petits guides, de livres blancs, alors ils en ont vraiment pelleté, comme par exemple des guides, l'art de la trésorerie, les métriques, le budget prévisionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'adressent aussi à des gens qui sont des néo-entrepreneurs, parce que vraiment ils s'adressent à des gens comme ça qui sont des petits créateurs d'entreprise. Et donc grâce à ça, tout simplement, ils vont attirer des gens qui vont monter leur boîte et après qui vont créer leur entreprise et qui vont avoir à un moment donné besoin d'un logiciel. Voilà. Donc ils sont vraiment en amont de l'acte d'achat. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, on peut très bien avoir des gens qui recherchent tout de suite le logiciel, mais là ils font de l'éducation pour dire voilà, c'est une personne qui va monter sa boîte dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et qui aura pensé à moi et que j'aurai aidé lors de ma création d'entreprise. Et c'est vrai que si on utilise SEMrush, comme je vous disais, on voit bien que en trafic organique, ils font quasiment 48,5 000
visites via le trafic organique, tandis que le trafic en PPC, en payant, c'est 6K à peu près. Donc en fait, vous avez grosso modo, allez, 10% du trafic organique, un peu plus de 10%, on va dire 15% du trafic organique est généré aussi, hein, en complément, par la publicité. Donc je trouve que c'est un bon rapport au niveau publicité, puisqu'en fait, voilà, ils arrivent en fait à être présents sur des mots-clés, et on verra que sur leurs mots-clés, ils sont vraiment sur des mots-clés intéressants, parce que ils ont des mots-clés qui sont tels que calcul de dividendes, stratégie de prix, mais ils sont également présents sur des mots-clés comme facturation en ligne, logiciel de facturation en ligne. Donc ils ont vraiment fait des focus là-dessus. Voilà. Le deuxième cas intéressant, c'est un site un peu plus rustique. Je trouve que la landing page est quand même moins belle, mais ça se voit bien parce que ça va être une société qui est beaucoup plus petite. C'est PlanZone. PlanZone, en fait, ils sont une stratégie qui est 100% inbound marketing, zéro avec la publicité. Alors, personnellement, je trouve que c'est pas le bon choix, puisqu'en fait, on- à cause de ça, on va en fait limiter un petit peu sa croissance. Parce que l'inbound marketing, le problème, c'est que tout simplement, on va avoir une croissance qui est un petit peu lente, et on va pas pouvoir avoir ce coup d'accélérateur au départ pour avoir de la visibilité. On ne va pas comme ça améliorer sa conversion. Alors moi, ce que je recommande d'abord, c'est d'avoir une bonne offre, d'avoir une belle landing page et ensuite faire de la pub, ou alors de faire de la pub et tout simplement d'améliorer sa landing page et son offre. Mais là, je trouve un petit peu dommage d'avoir 0% de trafic payant. Ça, encore une fois, on le voit avec SEMrush. Mais peut-être qu'ils font du Facebook Ads, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, dès le départ, voilà, ils ont bien un profil orienté sur les besoins. Par exemple, une de leurs mantras, et qui est affiché sur le site, c'est devenez un meilleur chef de projet. Voilà. Et ils ont vraiment le focus sur le chef de projet. Et derrière, en fait, ils ont une stratégie de contenu sur le chef de projet. Par exemple, quel KPI pour évaluer le suivi de votre projet, des définitions, des méthodes, des solutions. Donc là, vraiment, ils sont vraiment très en amont, très en amont, sur des gens qui débutent. Alors ça peut être une stratégie intéressante parce que eux, en fait, ils vont pas s'adresser à des chefs de projet qui ont déjà un produit, parce que, enfin, ou qui sont déjà chevronnés, parce que si on est déjà chef de produit, chef de projet, euh, on a déjà une expertise, donc on est déjà dans une entreprise, on a déjà des logiciels qui nous guident. Donc c'est vrai que c'est intelligent de leur part de commencer sur des basiques et expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que la gestion de projet, les conseils, les solutions, parce que c'est des gens qui débutent et qui auront besoin de conseils et qui auront besoin ensuite d'un outil pour structurer leur activité. Et c'est pour ça que dans les mots-clés qui attirent du trafic chez eux, ils ont fait un focus sur certains mots-clés comme par exemple diagramme de Gantt, Lean, la méthode Lean, hein, la méthode agile, le Lean Management, Kanban. Et en fait, on voit bien que ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que c'est c'est des mots-clés qui vont attirer des gens qui sont en amont. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, ils ne sont pas présents sur leurs top mots-clés, sur des mots-clés tels que par exemple logiciel de gestion de projet. Donc là, je pense qu'il y a un petit travail à faire sur le choix des mots-clés et refaire une priorisation non plus que sur l'éducation, mais également sur les mots-clés liés à l'achat. Et pour compenser cette faiblesse là-dessus, moi je leur conseillerais de mettre un petit peu d'ads, Facebook Ads, enfin surtout du Google Ads d'ailleurs, moins du Facebook Ads, Facebook Ads étant plus sur du retargeting, pour en fait avoir être visible sur ces mots-clés-là. Ensuite, ils ont des contenus avec des études de cas clients, des guides, des livres blancs, etc. Bon, quelque chose assez classique, hein, que l'on peut récupérer. Et donc, voilà, ils ont quand même une stratégie de contenu qui est assez importante, puisque si on compare encore une fois avec SEMrush, PlanZone par rapport à d'autres sites internet, comme par exemple piloter.org, gestiondeprojet.net, etc., on voit que leur nombre de mots-clés est quand même assez important et assez large. Donc c'est quand même pas mal parce que on voit bien qu'ils dominent en fait leurs concurrents grâce au contenu. Donc c'est une stratégie de se dire voilà, je vais être présent sur des mots-clés de plus en plus importants et je vais devenir une référence là-dessus. Le truc c'est qu'il faut bien choisir les bons mots-clés et être présent sur des mots-clés qui sont assez intéressants parce que là ils sont certes premiers sur Kanban, ils sont troisième sur Scrum, ils sont toujours premiers sur méthode Kanban ou diagramme de Gantt. Sur gestion de projet, ils sont troisième, ce qui est pas mal. Donc là, ça montre, gestion de projet, c'est assez sympa, quoi. Mais moi, à leur place, j'essaierai d'être présent aussi sur des mots-clés qui sont beaucoup plus axés sur l'achat. Troisième cas et dernier cas, c'est Outsuite. Outsuite, donc en fait, c'est une solution de cloud, hein, de gestion en cloud, de gestion des médias sociaux. C'est vrai que là aussi, leur buyer persona, leur
Leur persona est bien mis en avant parce que ils mettent en avant les médias sociaux font partie de notre ADN, etc., etc. Ils ont des contenus, encore une fois, de qualité avec les outils d'analyse des médias sociaux, des livres blancs, des guides, des formulaires, etc., etc. Et comme je le disais tout à l'heure, ils font aussi des webinaires réguliers qui sont un excellent moyen de convertir avec l'intervention d'experts, comme je le disais tout à l'heure, Isabelle Mathieu. Et c'est vrai que eux aussi, ils ont une stratégie complémentaire entre de l'organique et du payant. Ils ont par exemple à peu près voilà, 100 cas visites par mois, donc ce qui est quand même énorme, 100 cas de visites par mois, avec un trafic payant qui est 3,7, donc en fait on va dire ils ont 5% de leur trafic qui vient des publicités, donc ce qui est quand même un résultat tout à fait honorable. On voit bien qu'ils ont un énorme focus sur le contenu, mais vraiment énorme, et ils ont un trafic payant qui est relativement faible, mais à mon avis ils se positionnent sur vraiment quelques mots-clés, et des mots-clés qui sont essentiels. Voilà. Donc j'espère que ce petit résumé vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus, vous allez consulter l'article de blog qui a été créé par Grégory Coste. Vous tapez par exemple Inbound Marketing B2B Conseil Marketing. Vous tapez trois sites internet SaaS qui attirent un flux régulier de clients grâce à l'Inbound Marketing. Alors le titre est un peu long. C'est Grégory qui voulait le mettre là-dessus parce que son focus est justement sur les sites SaaS. Et donc moi j'étais plutôt sur le mot-clé Inbound Marketing B2B, donc on a trouvé comme ça une, une entente sur les deux titres, même si c'est un petit peu long. Pour moi je trouve que le titre est un petit peu long, mais je l'ai bien optimisé pour l'Inbound Marketing B2B. Donc tapez bien dans Google Inbound Marketing B2B Conseil Marketing et vous trouverez l'article de Grégory avec ses trois exemples de sites internet qui attirent un flux régulier de clients. Donc l'article, vous verrez, il y a des petits comparatifs sur Inbound Marketing ou PPC qui sont assez intéressants. Voilà. Allez, à vous de jouer. Bye bye.